Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui parle un peu de pourquoi je suis revenu et qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne, je vous invite très fortement à aller la voir. Et aujourd'hui, on va parler de choses que mes études m'ont apprises, des études de médecine. Je suis en 4e année actuellement et depuis ma première année, et voire même depuis le lycée, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la médecine, il y a plein de choses qui sont venues à moi, notamment des techniques d'apprentissage, des techniques de gestion du stress, de développement un petit peu personnel, etc. Et aujourd'hui, je vous partage tout ça. Alors avant de vraiment commencer, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été assez moyen au collège ou au lycée. J'avais à peu près 14 de moyenne. J'ai eu mon bac avec mention bien et je me suis dirigé vers des études de médecine sans prépa. Je me suis dit, je vais tenter. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, je verrai autre chose, tant pis. Et au final, j'ai commencé dès ma première année à utiliser certaines techniques d'apprentissage. Alors au début, je les faisais très mal. Ensuite, ça s'est concrétisé un petit peu plus, on va dire ça comme ça. Mais pour ma première année de médecine, pour mon premier semestre, j'avais pas vraiment de technique de travail. Je lisais des cours, j'essayais d'apprendre, je surlignais beaucoup, je relisais plein de fois et je me suis dit à un moment, c'est pas la bonne méthode. Parce que tout ce que je vais apprendre aujourd'hui en septembre, je vais devoir le remettre sur la copie en mi-décembre. Donc ça va être assez compliqué. Donc de là, j'ai commencé à chercher plein de stratégies, d'apprentissage, etc. Et c'est à partir de là, de mon deuxième semestre, que j'ai commencé à utiliser des flashcards, qui a été jusqu'à maintenant ma meilleure technique d'apprentissage et qui, je pense, est une des meilleures techniques d'apprentissage confondues de toutes les techniques d'apprentissage, qui va te permettre d'apprendre sur le long terme en utilisant un apprentissage dit actif et en n'ayant quasiment rien à faire parce que généralement, c'est les logiciels qui font le programme pour toi. Donc ce que m'a appris déjà ma première année de médecine, c'est que quand tu arrives dans le milieu supérieur, il va falloir apprendre sur le long terme. Alors c'est quoi apprendre sur le long terme? Ça veut dire que tout ce que tu vas apprendre en septembre, tu vas devoir le remettre sur papier en décembre pour les partiels. Donc ça veut dire que la première chose que tu vas apprendre, tu vas peut-être l'oublier. Donc il va falloir trouver des techniques pour pouvoir retenir ce que tu as appris au début du semestre et le remettre à la fin du semestre. Là, ça change beaucoup de comment a été fait l'école et de comment on travaillait à l'école. Quand j'avais par exemple une éval d'histoire, je me souviens qu'une semaine avant, je lisais et que c'est 2 jours avant que j'apprenais mon éval. Et 3 mois après, je me souvenais quasiment plus de rien du tout. Et c'est tout à fait normal parce que c'est un apprentissage qui est très rapide dans le temps et qui va pas durer. Donc c'est pour ça qu'on oublie beaucoup de choses de ce qu'on a appris à l'école. Là où par exemple, rappelez-vous un petit peu de ce que vous avez fait à l'école et de ce que vous vous souvenez le plus. Généralement, on se souvient un petit peu de certaines formules, que ce soit mathématiques, on se souvient de certains poèmes ou de choses comme ça. Parce que c'est des choses soit qui nous ont touchés émotionnellement, soit des notions où on a fait des exercices. Et le fait de faire des exercices, ça ancre plus durablement dans notre cerveau. Donc arrivé en première année, mon premier semestre a été assez compliqué parce que pas beaucoup de méthodes de travail. J'avais validé mon semestre pas avec des notes exceptionnelles. Et dès mon deuxième semestre, j'ai commencé à mettre en place beaucoup plus de techniques de travail, notamment des flashcards qui étaient pas très bien faites à l'époque, mais qui faisaient l'affaire. Et c'est à partir de là que ma moyenne a vraiment augmenté parce que c'est une des meilleures techniques d'apprentissage qui peut exister. La deuxième chose que j'ai apprise pour mes études de médecine, c'est que dès que je suis rentré dans la vie étudiante, où j'étais pas avec mes parents, où j'avais mon logement chez moi, où je devais apprendre à connaître d'autres gens, à faire connaissance, à trouver de nouveaux amis, etc., c'est que on a quand même quelque chose sur la santé mentale qui est important. Surtout dans les études de médecine et surtout mon année où c'était une année fin Covid, donc ça veut dire que tous mes cours en fait de la première année étaient en distanciel, donc je connaissais absolument personne en première année. J'étais quasiment le seul de mon lycée à être parti en médecine et ceux qui étaient partis en médecine aussi, je les connaissais pas vraiment. Donc j'étais vraiment tout seul pour me débrouiller, travailler tout seul, travailler sans personne, ne pas avoir de connaissances, ne pas avoir trop de personnes à qui se confier sur la situation. Ça peut être un peu compliqué et c'est totalement compréhensible. Alors forcément, quand tu arrives dans les études supérieures, il va falloir gérer sa santé mentale. Et ça a été le cas pour moi. Et pour gérer ma santé mentale, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place toi et que moi aussi j'ai commencé à mettre en place en première et deuxième année. La première chose qu'on pense, c'est le sport. Alors le sport, ça veut pas dire aller à la salle tous les jours et pousser de la fonte, ça veut dire au moins aller faire une petite marche ou sinon aller courir un petit peu, aller faire de la natation. Peu importe, le sport que tu aimes, du tennis, du volley, etc. en loisir, c'est très important le sport parce que ça va permettre de te dépenser. Et quand tu fais du sport, il y a un cocktail de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des molécules qui sont dans notre cerveau et qui vont se libérer entre différents neurones pour pouvoir avoir une action, une finalité. Vous connaissez sûrement la dopamine, qu'on appelle à tort l'hormone du bonheur. Alors c'est ni une hormone et ça fait pas référence au bonheur non plus, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais la dopamine est un neurotransmetteur et quand on fait du sport, on a de la dopamine, ce qui nous motive à en refaire un petit peu plus. Et
Quand on fait du sport, on a plein de ces neurotransmetteurs qui vont se libérer dans notre cerveau, ainsi que des neurotransmetteurs qui améliorent un peu notre santé mentale. Je parle plus précisément de la sérotonine. Il y a même des études qui ont montré que l'antidépresseur le plus puissant, c'est pas les médicaments, mais c'est le sport. Donc je vous encourage très fortement, même si en première année vous n'avez pas énormément de temps, ne serait-ce que 15 minutes ou 30 minutes par jour, c'est ce qui est recommandé, mais même si vous faites un petit peu de sport, essayez d'en faire un petit peu pour maintenir votre santé mentale. Ce qui rentre aussi dans la santé mentale, alors on a nos relations sociales et l'alimentation. Je vais commencer par les relations sociales. Il faut savoir que notre cerveau est un cerveau social. Quand on est petit, dans la toute petite enfance, quand on est encore bébé, on va agir par mimétisme. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui joue du piano, s'il y a quelqu'un qui va danser dans le jardin, etc., le cerveau du bébé, lui aussi va jouer du piano et va danser dans le jardin. Ça, c'est grâce à ce qu'on appelle des neurones miroirs. Ces neurones miroirs, c'est des neurones qui vont mimer un petit peu ce que font les autres et c'est comme ça que le bébé va apprendre. S'il essaie de prendre sa cuillère pour la mettre dans sa bouche pour essayer de manger, c'est parce qu'il a des neurones miroirs qui a vu un adulte essayer de faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on va apprendre par mimétisme. Là où je veux en venir, c'est que même dans la vie étudiante, même si tu es au collège, si tu es au lycée, si tu veux apprendre, les relations sociales sont extrêmement importantes. Parce que c'est comme ça qu'on va se rendre compte qu'on peut faire des erreurs, c'est comme ça qu'on va avoir de la frustration, qu'on va apprendre aussi la frustration et qu'on va apprendre à se comporter socialement. Et quand on apprend tout ça, on va développer énormément de neurones et de synapses dans notre cerveau. Et tout ça, ça va nous servir pour notre apprentissage et aussi pour raisonner. Et pour beaucoup mieux raisonner quand on fait des exercices ou quand on apprend quelque chose. Alors je vous encourage à avoir des relations sociales. Avoir une relation sociale, ça ne veut pas dire avoir des centaines d'amis et aller en soirée, en boîte tous les soirs. Ça veut dire avoir un petit cercle d'amis, même si c'est 2 ou 3 personnes, avoir la famille, avoir quand même des gens avec qui parler. Et c'est très bon aussi pour sa santé mentale. Quand vous n'allez pas bien, vous voulez que quelqu'un se soucie de ce que vous avez. Donc intrinsèquement, vous allez commencer à parler un petit peu et vous allez montrer que vous n'allez pas bien. Essayez de remarquer ça dans la vie de tous les jours. Dès qu'une personne ne va pas trop aller bien, elle va se fermer, elle va avoir des expressions faciales qui vont être différentes, elle va vous répondre différemment. Tout ça, c'est pour montrer, c'est pour donner des signes d'alerte qu'elle va pas bien, il faut que tu t'intéresses à moi, me donner de l'attention pour que j'aille potentiellement mieux. Et d'ailleurs, toutes les thérapies avec la psychiatrie, la psychologie, etc., c'est d'abord une approche où on va parler avec la personne pour qu'elle se livre. Et se livrer, parler aux gens, c'est déjà une première étape et un grand pas vers la guérison si on n'est pas bien, si on est en déprime ou voire même en dépression. Donc je vous encourage d'ores et déjà ici à parler à des amis, à des proches, à de la famille et si vraiment vous avez besoin de parler quelque chose de plus personnel, allez chez votre médecin traitant si vous sentez vraiment pas bien, que ce soit dans vos études, même dans votre travail, c'est pas normal de ne pas se sentir bien. Je parle vite fait de l'alimentation qui rentre aussi dans la santé mentale parce qu'avoir une bonne alimentation, c'est avoir un bon état mental, un bon état physique et ne pas se fatiguer. Alors, je vous apprends peut-être rien, mais dans une alimentation, on a ce qu'on appelle des sucres rapides et des sucres lents. Les sucres lents, c'est par exemple des féculents comme le riz, les pâtes, etc. Et les sucres rapides, ça va être un bonbon, un chocolat qu'on va manger. Les sucres rapides, ça peut nous donner de l'énergie, mais sur l'instant T, c'est-à-dire que tu vas manger ta compote et tout de suite après, tu vas avoir un boost d'énergie. Par contre, les sucres lents, ça peut te donner de l'énergie sur un plus long terme. Donc par exemple, le matin, pourquoi il faut manger par exemple du pain ? C'est parce que le pain, c'est des sucres qui sont assez lents et qui vont prendre du temps pour se libérer dans ton organisme et te donner de l'énergie au fur et à mesure. Donc tout ce qu'on mange est aussi important quand on veut travailler, quand on veut rester concentré toute la journée. Donc je t'encourage à voir un petit peu comment améliorer ton alimentation, à voir un petit peu comment tu peux améliorer ton alimentation. Je vous rappelle que les recommandations, c'est toujours de manger 5 fruits et légumes par jour. Si tu peux pas en manger 5 fruits et légumes par jour, maximise ce que tu peux manger. Essayer de manger un fruit le matin, un fruit au goûter, préfère ça à une barre chocolatée ou quelque chose comme ça, c'est toujours mieux. Alors autre chose que m'a appris mes études, c'est tout simplement les techniques de travail. Je vais vous en donner quelques-unes, notamment la technique Pomodoro que j'aime beaucoup. Alors cette technique, c'est tu travailles par exemple 25 minutes et tu fais 5 minutes de pause. Notre cerveau est un cerveau qui n'est pas très attentif et encore moins maintenant à l'heure des réseaux sociaux où on a de la gratification instantanée. Ce qui se passe quand tu fais de la Pomodoro, c'est que tu vas travailler 50 minutes, tu vas te mettre dedans et à un moment ton cerveau il va se fatiguer. Il va décrocher, il va commencer à penser à autre chose. Donc il faut faire une petite pause. Pendant cette pause, vaut mieux pas prendre son téléphone et scroller sur TikTok, sinon ça va très mal se passer et tu vas continuer à faire ça. Vaut mieux aller dehors, boire un verre d'eau, prendre un petit goûter, etc. Et ensuite tu recommences à travailler. Moi, mon laps de temps, c'est 50 minutes de travail et 10 minutes de pause. Ça me suffit, c'est tout parfait pour moi, mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui font 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. Dans tous les cas, il faut faire des pauses quand on travaille. Et quand aussi je vais voir des étudiants ou même des plus jeunes au collège et au lycée et qu'on travaille sur des sujets ou des cours, etc.,
Je vais pas travailler 2 heures non-stop avec une personne, l'attention elle est limitée. 2 heures non-stop, tu es sûr que la personne ne pourra jamais tenir et personne n'est comme ça en fait. Personne ne peut tenir une attention pareille, voire supérieure, 2 heures non-stop. Donc ce qu'on fait, c'est que je tâte un petit peu, je commence à travailler 30 minutes, on fait une petite pause, après 40 minutes, on fait une petite pause, jusqu'à que je trouve le rythme de travail de cette personne-là. Et ensuite, on travaille par bloc de 30, 40 minutes, petite pause de 10 ou 15 minutes, etc. Et ça, c'est beaucoup plus productif et c'est grâce à ça que j'ai pu faire des journées de 12 heures, je dirais pas plus parce que je m'arrêtais quand même assez tôt le soir pour profiter un petit peu, pour dormir, mais des grosses journées de travail, c'est grâce à ça que j'ai pu en faire sans me fatiguer. Deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est faites des exercices. Nous, en médecine, on a les annales des années précédentes, c'est-à-dire tous les concours qui étaient passés, on peut les avoir et on peut les refaire. C'est quelque chose d'extrêmement formateur. Notre cerveau, il apprend en faisant des erreurs. Ça sort d'un livre de Joe Bowler qui nous reflète 5 grands principes d'apprentissage. C'est un excellent livre. Je vous invite à aller le lire, à aller l'acheter. Et dans ce livre, elle nous parle de faire des erreurs. Très souvent, à l'école, on nous a appris que faire des erreurs, c'est pas bon. On nous note, on nous dit, voilà, tu as perdu des points, c'est pas bien parce que tu as fait des erreurs. Mais le truc, c'est que notre cerveau, il apprend en faisant des erreurs. C'est en faisant des erreurs et en se corrigeant qu'on va apprendre le mieux. Et le problème, c'est que l'école nous a inculqué le fait que faire des erreurs, c'est pas bon, alors qu'il faut faire des erreurs. Alors c'est une grosse mentalité à changer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, ah oui, mais faire des erreurs, je préférais ne pas en faire. Le but de faire des erreurs, quand on est encore en phase d'apprentissage, c'est de les corriger et de ne plus les faire après. Donc moi, j'invite tous les étudiants en première année de médecine, je leur ai dit en début d'année, faites des annales, faites des exercices et faites des erreurs. Vous faites les erreurs, vous corrigez les erreurs, vous demandez si vous n'arrivez pas à voir un petit peu pourquoi vous avez fait l'erreur. Et le fait de corriger cette erreur-là, vous allez l'apprendre beaucoup plus facilement. Ça stimule beaucoup plus nos neurones et nos synapses de faire des erreurs que de répondre bien à une question. Et ça, énormément d'études l'ont montré. Il me semble que c'était justement dans ce même livre de Joe Bowler, où ils ont fait des études sur des étudiants et on leur a donné des réponses où on savait qu'ils allaient avoir bon, où on leur a donné des textes qu'ils devaient apprendre juste en lisant, et à d'autres étudiants, on leur a donné sur le même thème des exercices où ils devaient faire des erreurs parce qu'ils ne connaissaient absolument rien, et au final, le taux de rétention d'informations sur deux sujets, enfin sur le même sujet, mais ils ne connaissaient rien avant de faire cette expérience, était bien meilleur là où les étudiants ont fait des erreurs que juste là où ils ont lu passivement le texte ou essayé de comprendre. Donc, tant que vous n'êtes pas en examen, vous avez encore la possibilité de faire des erreurs. Et ça, c'est un gros truc qu'on m'a pas dit et que j'aimerais partager à tout le monde, à tous les étudiants, à tous les lycéens, à tous les collégiens du monde, c'est que vous êtes encore en cours, vous êtes encore en train de travailler sur quelque chose, donc il faut faire des erreurs. Et plus vous allez faire d'erreurs, plus vous allez apprendre de choses. Vous faites des erreurs, vous vous corrigez, vous apprenez, et la prochaine fois, vous faites plus cette erreur-là. Si vous faites encore des erreurs, ça veut dire que vous n'avez pas tout appris parfaitement. Donc vaut mieux que j'ai un 4 sur 20 à un exercice que je fais en faisant des erreurs, et que je progresse et que j'apprends de l'information, que je me dise non, je vais pas le faire parce que je vais avoir une mauvaise note et ça va me dégoûter. Les flashcards, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une grosse vidéo pour tout vous expliquer un petit peu sur la mémoire. J'avais noté dans mes notes la persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce que il y a beaucoup de personnes, quand j'étais en première année, entre le premier semestre et le deuxième semestre, qui ont abandonné et qui se sont dit c'est plus possible de remonter, alors que parfois ils avaient juste validé l'année et que c'était encore possible avec beaucoup plus de travail bien évidemment, mais c'était encore possible de remonter. Et on a un cerveau qui nous protège en fait de réactions qu'on pourra avoir plus tard. C'est-à-dire que si je vais faire un concours, si je vais me mettre dans l'idée de je travaille pour faire un concours et que je vois que ça ne marche pas, je vais préférer me retirer tout de suite de ce concours pour ne pas avoir à subir la frustration et la tristesse après de l'avoir pas réussi, de l'avoir échoué. Passer outre ça, c'est très compliqué et d'où l'importance des relations sociales là-dedans, c'est que il y a beaucoup de personnes, si c'est des amis, si c'est de la famille, qui vont pouvoir te dire continue, vas-y, fonce. C'est pas grave si tu n'as pas eu la meilleure note ici, tente. Et si tu réussis pas, au moins tu auras appris quelque chose, tu auras un bagage pour quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose de très subjectif. Je ne pourrais pas vraiment vous aider à persévérer dans ce que vous faites, mais sachez que tout le monde est capable de plein de choses. Et c'est pas parce que vous dites que vous êtes nul en maths que vous êtes réellement nul en maths. Si tu travailles sur les maths, tu ne seras pas nul en maths. Il faut vraiment croire en soi, avoir la confiance en soi. Et si on a un petit peu une baisse de morale, aller parler à quelqu'un. C'est super important. Et j'ai noté comme petite phase de motivation, celle-là, elle vient de Fabien Olicard, que j'avais lu son livre, il me semble que c'était Votre temps est infini. Et dans ce livre, il avait mis une citation 1 vaut mieux que 0. Et ça, c'est juste extrêmement puissant. C'est que vaut mieux faire une petite chose aujourd'hui que de ne pas en faire du tout. Ça me fait penser à une autre règle que j'avais vue, je crois que c'est la règle des 5 minutes.
C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de faire quelque chose, vas-y pendant 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, tu n'y arrives pas, ben c'est pas grave, tu le feras après, au moins tu as commencé. Et si au bout de 5 minutes, tu y arrives, ben dans tous les cas, c'est bien parce que tu vas continuer à le faire. Donc ça, c'est une très très forte technique. Donc vous pouvez essayer d'y aller pendant 5 minutes. Si vous n'y arrivez pas, tant pis. Si vous y arrivez, tant mieux. Et j'ai noté une dernière chose, ne jamais penser qu'on est large. Ça fait référence à tous les partiels où je me suis dit, alors je me suis très vite repris en main, hein, mais où je me suis dit, oh ça va, il me reste encore du temps. Ça va, je suis large, il me reste 2 semaines. Donc je ferai ça demain. C'est un peu de la procrastination. Tu te dis, tu vas faire ça demain parce que ça va, tu as encore le temps. D'ailleurs, il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson et qui parle de ça. C'est-à-dire que plus tu as de temps pour faire un projet, un devoir, plus tu vas prendre de temps pour faire le projet et pour faire le devoir. Si on te donne 1 semaine pour faire un exposé, tu vas prendre la semaine. Par contre, si on te donne 2 mois pour faire un exposé, le premier mois et la majeure partie du deuxième mois, tu vas pas le faire. Et tu vas le faire les 2 dernières semaines. Donc c'est très important de penser qu'on n'est jamais à l'avance et qu'il nous restera toujours quelque chose à réviser. Et que même si on aura fini en avance, on va pouvoir réviser autre chose. Donc pour ça, il faut se tenir à son programme. Il faut faire tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et même si tu te dis « Oh ça va, il me reste 2 semaines et j'ai juste ça à faire », fais-le quand même et au pire, tu pourras avancer sur autre chose et au mieux, ce sera fini. La médecine m'a appris pas mal de choses, notamment m'a appris à travailler et m'a appris à apprendre. Je peux dire ça maintenant que la médecine m'a appris à apprendre parce qu'avant, je ne savais pas apprendre. Tout ce qu'on nous donne au collège et au lycée, c'est juste de l'apprentissage passif, à relire un cours, à surligner des passages, sans forcément aller dans le profond du cours et de l'apprendre juste quelques jours avant l'éval pour le faire, avoir peut-être une bonne note et ensuite l'oublier 3 mois plus tard. En médecine et dans les études supérieures, c'est pas du tout la même mentalité. Si je vais encore plus loin, ce que j'apprends aujourd'hui, je vais devoir le remettre dans la pratique dans quelques années, dans 5 ans, où je vais devenir, quand je serai interne ou quand je serai médecin junior, je vais devoir toujours le savoir que tel antibiotique je mets pour telle pathologie. Donc je vous encourage très fortement à essayer d'apprendre le mieux possible. Je referai une vidéo beaucoup plus longue qui sera beaucoup plus posée sur comment apprendre à apprendre. Ce sera un petit peu à l'image d'une formation avec toutes les techniques, les flashcards, la répétition espacée, l'apprentissage actif, les exercices, faire des erreurs, les techniques de la feuille blanche, etc. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous voulez une vidéo spécifique sur un sujet spécifique. On parlera un petit peu de développement personnel, je pense, la prochaine fois, et de pourquoi le développement personnel, enfin, dans la majorité des cas, c'est pas forcément quelque chose qui est très très bien vu ou encore très très bien amené. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à vous. Bye tout le monde.